avant de commencer l'événement, un petit mot sur l'association Solidarité, pour ceux qui ne connaissent pas l'association. Donc Solidarité, on est une association de solidarité internationale qui a été créée en 1914 et qui monte des projets autour de l'agriculture biologique et communautaire, l'éducation et la formation, dans le but de créer des perspectives professionnelles aux locaux. Nous, cette thématique de l'alternative au développement, de l'après-développement, c'est quelque chose qui nous est cher, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de mettre dans tous nos projets. Nous, le but de l'association, c'est créer des perspectives d'emploi pour les locaux, mais que ça soit fait par et pour les locaux. C'est vraiment une notion d'autonomisation des populations locales. C'est dans ce sens-là qu'on fait notre projet, et c'est vrai que l'après-développement, c'est ce qu'on essaye de mettre en place autour des projets le plus souvent possible. Avoir une alternative au tout économique, avoir justement des solutions qui puissent laisser de la place à tout ce qui peut être culturel, qui peut être bien humain, qui puisse préserver l'environnement. C'est quand même des choses qui sont importantes, qui nous sont chères et qui n'existent pas partout dans toutes les actions. Nous, on agit en Afrique de l'Ouest, en Amérique du Sud dans la zone andine et en Asie essentiellement en Inde. Sur ces projets-là, on agit aussi en France, donc les événements auxquels vous êtes conviés ici ce soir. Un exemple type, on fait des actions de plaidoyer en France, mais on fait aussi des événements de sensibilisation et d'information. On en organise une fois par mois. Celui du mois prochain n'est pas acté. Celui du mois prochain, c'est la trêve, c'est juillet et août, ça fera un en septembre. Donc, je vous invite à consulter notre site pour le sujet des prochains apéros thématiques. Et si vous êtes en manque d'événements sur ces thématiques-là pendant l'été, je vous invite aussi à venir aux universités d'été du CRID qui ont lieu, le 5 juillet. 2-5 juillet. Ouais. Exactement, ça sera sur Rennes. Et les inscriptions sont sur le site. Donc, n'hésitez pas. Je vais laisser la place à Jean-Jacques qui va pouvoir nous présenter un historique de développement, de l'après-développement et nous présenter sa vision des choses. Ensuite, Gustavo pourra prendre la parole et présenter sa vision à lui. Le but dans nos apéros thématiques, c'est de laisser une grande place au débat. Donc, au bout d'une heure, vous aurez une heure pour poser des questions et échanger avec les intervenants. Ceux qui sont timides, vous aurez aussi un petit moment pour pouvoir échanger autour d'un verre à la fin de l'événement. N'hésitez pas, et n'hésitez pas à visiter mon boutique solidaire, c'est des événements gratuits, c'est comme ça qu'on arrive à faire marcher ces événements. Je vous remercie beaucoup en tout cas, et je remercie la mairie du 2e et Alteraco pour leur mise à disposition des produits. Bonsoir, ça va, vous m'entendez? D'accord. Vous allez bien? Ok. Non, je vous posais la question, j'espère que vous irez un peu moins bien après cette session. Non, je plaisante. Mon but n'est pas de vous démoraliser, mais par contre, peut-être mon but, même si je vais parler peut-être de bonnes nouvelles, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans la vie, c'est quand même de vous révolter, de vous amener à avoir envie de passer à l'acte tout de suite. Maintenant, je ne sais pas si le monde va bien ou s'il va mal, ce sera peut-être à nous tous d'y répondre. Il est certain en tout cas qu'il y a certaines choses qui vont très mal dans notre monde, d'autres qui vont peut-être bien. La dynamique aujourd'hui est quand même assez inquiétante. Et donc, je vais essayer, donc en une demi-heure, quitte à parler aussi vite que Jean-Christophe Averti bientôt, pour ceux qui connaissent, parmi les plus âgés ici. On va faire, en fait, on va parler rapidement d'après-développement, en tout cas de... Si vous me permettez, je préfère parler là de l'économie néolibérale. Le mot néolibéral n'est pas du tout une insulte, n'est pas du tout un terme idéologique, etc. Le terme néolibéral est le terme officiel pour désigner un modèle économique qui est globalement, à quelques détails près qu'on n'abordera pas ici pour ne pas s'enliser, mais quelques détails près, c'est ce qui fonctionne aujourd'hui, l'économie néolibérale. Alors le terme d'après-développement, je trouve ce terme intéressant. Simplement, effectivement, pour engager une réflexion sur la pertinence du mot développement, parce que, en tout cas, moi, ce que j'entends derrière ce terme, quand on en parle, pour s'en débarrasser,
Je serais tenté de dire après cancer avec métastases, on est tout à fait sur une notion aussi harmonieuse que celle de développement telle qu'on peut l'avoir en biologie par exemple. Donc l'économie néolibérale aujourd'hui pose d'autres problèmes que le simple développement. Par contre, si effectivement on considère ce mot développement comme synonyme d'économie de croissance et de libre marché, alors là oui effectivement, j'espère ne choquer personne, puis si c'est le cas tant pis, oui aujourd'hui l'économie néolibérale et l'économie de marché s'avèrent extrêmement nuisibles, non seulement pour l'humanité, mais pour l'ensemble des espèces vivantes ici sur cette planète, je pense. Donc il va falloir songer très très sérieusement à des alternatives. Elles existent déjà, c'est pour ça que je conteste un peu le terme d'après-développement, parce que en fait l'après-développement c'est commencé déjà depuis très longtemps, et c'est à nous en fait d'accélérer ce processus, mais c'est déjà commencé, on n'a pas besoin d'attendre. Voilà. Alors, je vais faire défiler quelques dates, de nombreuses dates. Alors, m'en veuillez pas si je commentais chacune de ces dates ou si je vous laissais vraiment le temps de les lire en détail. Ma vie meilleure est déjà morte. Donc, l'idée, si vous voulez, c'est ayez une lecture un peu flottante de tout ceci. Et repérer des structures, parce que dans toutes ces dates, on va s'apercevoir que, par exemple, le partenariat transatlantique, dont Gustavo parlera bien mieux que moi, étant plus spécialisé à table que moi sur cette question, mais le partenariat transatlantique, c'est pas quelque chose de nouveau du tout. Hein, ça, on va voir que c'est très 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 longtemps qu'on en parle. On va voir dans quel contexte. Donc on va voir dans toutes ces dates un certain nombre d'éléments de structure qui vont montrer que la situation qu'on vit aujourd'hui n'est pas le produit du hasard. Alors même si effectivement c'est pas le produit du hasard, ne me faites pas dire, parce qu'on pourra y songer, qu'il pourrait s'agir du produit d'un grand complot occulte avec quelques personnes qui tiendraient sur le doigt d'une main et qui gouverneraient le monde depuis des centaines d'années pour encore des millénaires. J'irai pas jusque-là, mais sachons quand même que la situation qu'on vit actuellement, non, elle n'est pas le produit du hasard du tout. Elle a été pensée, elle a été organisée, elle a été planifiée, elle a été dotée d'un certain nombre d'outils, d'organisation, de médias, enfin, etc. Et donc, effectivement, c'est une véritable, pour reprendre le terme de Serge Latouche, décolonisation à laquelle nous avons à faire face, décolonisation qui passe même par le langage. Pour vous donner un exemple, en Lingala, c'est pas moi qui le dis, c'est Ray Lema dans un film magnifique de Vincent Blaine sur l'OMC. En Lingala, le verbe avoir n'existe pas, on dit être avec. Et imaginez dans le langage ce que ça peut changer. Vous voyez, voilà. Beaucoup de jeunes qui travaillent avec moi souvent me disent: est-ce que je peux te taxer une cigarette parce que j'ai le défaut de fumer? Moi je préfère qu'on me demande: est-ce que tu peux m'offrir une cigarette? Ça c'est une manière de décoloniser cet imaginaire financier, vous voyez. Ne taxons plus. Alors on va regarder quelques dates et puis ensuite on va terminer. Je sais que certains ont été attirés par le terme de psychoéconomie, je ne vais certainement pas définir ce champ-là ce soir parce que ça va être trop compliqué. Parce qu'il y a vraiment des choses qui peuvent, des grosses remises en question dans ce champ-là, donc on pourrait y consacrer des heures en soi. Mais c'est l'idée, effectivement, qu'une des clés pour s'extraire de cette économie, elle est en nous. Bien sûr qu'il y a des clés extérieures, il y a des alternatives, il y a des clés politiques, mais il y a une clé qui est majeure, qui consiste effectivement à transformer notre relation à notre propre désir. Reprenons là, effectivement, alors je vais essayer d'être light sur la théorie, reprenons là, entre autres, pas seulement, mais entre autres le modèle de Freud. On critique beaucoup la psychanalyse, on critique beaucoup Freud, certes, cela dit, cet homme a laissé des traces tout à fait intéressantes cependant. Donc j'essaierai de vous présenter rapidement la seconde topique freudienne, ça c'est un grand terme, qui date de 1923 et qui en tout cas donne une explication un petit peu dynamique de la manière dont marche notre esprit. Dessus on va essayer de voir qu'effectivement notre esprit, dans ce fonctionnement, crée une véritable économie. Avec un agent extraordinaire qui s'appelle le désir. Moi, je désire ceci ou cela. Et on va voir que dans la manière dont on engage notre relation avec notre désir, tantôt on est un néolibéral, tantôt on est un solidaire, tantôt on est un enfoiré ou un sympa, pour être un peu vulgaire. Donc, évidemment, la clé du changement, elle est intérieure, parce que si on attend un changement extérieur et que nous-mêmes, n'en mettons pas en cause notre propre fonctionnement, je pense qu'on pourra attendre pendant des siècles tout changement. Et c'est peut-être là en partie, parce que c'est pas la seule raison, mais c'est peut-être en partie une raison qui explique l'échec de la plupart des révolutions qui étaient faites dans l'histoire de notre humanité. Il n'y a pas que l'alimentation est importante. Au milieu urbain, on va voir qu'on aura besoin de manger, et que c'est une clé majeure pour qu'effectivement une révolution puisse
durer et se transformer en un changement positif, hein, et non pas en une terreur. Donc on va voir tout ça. Et là, je vois que le temps passe, donc je vais commencer déjà à faire dérouler ces dates. Je me retourne, c'est une vieille habitude, mais normalement vous devriez voir ça sous les yeux. Alors, très très rapidement, attendez, je vais prendre mon anti-sèche, sinon je vais attraper un torticolis, vous aussi. Je vais faire défiler certaines dates rapidement. Hein. Alors, nous sommes à la fin du XVIIIe siècle et on va apparaître un économiste classique, très lié quand même à une idéologie qu'on appelle colonialisme, mais très humaniste quand même, qui invente un concept qu'il va utiliser 4 fois. En vérité, on ne sait pas du tout ce qu'il a voulu dire. C'est très intéressant parce qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, qui est celui de main invisible. Donc on va retenir ici que la main invisible dont Adam Smith parlait, on ne sait pas si c'est ironique, en tout cas il y avait un manque d'homogénéité sémantique, on ne sait pas du tout, c'est devenu un concept extraordinaire pour expliquer comment aujourd'hui les richesses qui ne se répartissent pas également dans notre civilisation et dans notre société, c'est pas possible parce que la main invisible en fait est là, peut-être invisible, mais elle répartit les richesses également en se trompe. Voilà, donc c'est peut-être une marque importante du début de la propagande. Le début de l'exploitation du pétrole aux États-Unis, c'est une date très importante. Nous sommes une société du pétrole. Aujourd'hui, si nous n'avions plus de pétrole, nous ne pourrions plus vivre en ville. Donc, évidemment, cette date est fondatrice. Le 14e amendement, en 1868, par la Cour suprême des USA, à la Constitution américaine... Pardon ? Vous n'avez plus rien. Ah oui, c'est vrai. Nickel. Merci. Donc, le 14e amendement, c'est très simple. Le 14e amendement, c'était un aménagement à la Constitution américaine qui avait pour but de donner aux gens de couleur, c'est-à-dire aux Noirs, je dis ça comme ça, parce qu'en fait, c'est vrai que chez nous, les gens de couleur, on est vert le matin, on est rouge de colère, les Noirs sont noirs toute la journée. Mais bon, donc, les Noirs, on appelle les gens de couleur, donc on leur a permis, effectivement, par le 14e amendement, de faire valoir leurs droits de la même manière, pour les mêmes raisons que les Blancs. Et il s'est trouvé qu'il y a eu très peu de Noirs qui ont fait valoir ce 14e amendement dans les cours de justice américaines, un peu plus de 200, pas beaucoup. C'est surtout des entreprises qui se sont dit, armées de leurs avocats, ils se sont dit, mais oui, mais en fait, nous, on a tous les attributs d'une personne légale, donc on peut bénéficier du 14e amendement. Nous sommes une personne, nous avons une personnalité, nous pouvons être attaqués en justice, nous pouvons attaquer nous-mêmes en justice. Donc, je suis une entreprise, j'existe, je pense, donc je suis. Et donc, c'est cette entreprise morale qui aujourd'hui peut être condamnée par la loi sans que le dirigeant qui a pris la décision criminelle à l'intérieur de son sein ne soit lui-même condamné. Ça, c'est un gros problème qu'on a aujourd'hui. Vous voyez, quand une entreprise commet un crime grave contre l'environnement ou les droits de l'homme, c'est l'entreprise qui paye, c'est pas la personne qui a pris une décision en connaissance de cause à l'intérieur. Nous avons ici un vrai problème. Donc le 14e amendement est quelque chose qui, effectivement, était porteur de danger, on le voit aujourd'hui. J'épargne les quelques autres dates qui suivent, parce que sinon on va perdre beaucoup trop de temps, mais vous voyez bien que Standard Oil, c'est le premier consortium pétrolier. C'est important, on voit ici des petits repères qui arrivent, grande entreprise, statut de l'entreprise, pensée économique. Lancement de la Forte, il fallait bien effectivement inventer ce marketing de masse qui consistait à vendre, à permettre aux gens qui fabriquent les produits de les acheter, parce qu'avant la Forte, les ouvriers ne pouvaient pas acheter les automobiles de chez Ford. Donc on a lancé le marketing de masse ainsi. L'industrie du pétrole, notre société du pétrole, je vous conseille cet excellent film qu'on peut voir que sur Internet qui s'appelle The Idiot Cycle, le cycle idiot. Et qui nous montre à quel point, effectivement, les produits dérivés du pétrole créent les maladies, mais les médicaments qui les soignent, enfin, etc. Donc l'industrie du pétrole va générer une multitude de produits qu'on retrouve partout dans notre quotidien aujourd'hui. Les plastiques, les textiles, les caoutchoucs, les colorants, les molécules pour la chimie industrielle et la pharmacie, entre autres choses. Voilà. Dès 1913, les États-Unis remettent, on le verra en 1973, donc 60 ans après en France, en 1913, les États-Unis remettent la création monétaire entre les mains des banques privées. La Fed, ça fait bien longtemps qu'elle n'est pas une banque publique. Voilà. Alors, on passe page suivante. Un mot sur Walter Lippmann. Walter Lippmann, c'est lui le premier qui prononcera le terme, l'expression partenariat transatlantique, donc ce qu'on appelle aujourd'hui TAFTA, PTCI, TTIP, etc., Grand Marché Transatlantique, pour méchant loup. Donc Walter Lippmann est un des grands penseurs de l'économie et de l'idéologie néolibérale. Édouard Bernays écrira, c'est le petit-neveu de Freud, Édouard Bernays,
Edward Bernays, petit-neveu de Freud aux États-Unis, en fait, va écrire Propaganda. Sachez, femmes parmi nous qui fumaient, peut-être pas toutes, que c'est grâce à Edward Bernays que les femmes fument aujourd'hui. Vous pourrez découvrir cette histoire dans le film Chomsky et compagnie. Vous pouvez voir gratuitement sur YouTube ou payer un éditeur indépendant si vous le souhaitez. En 1928, on aura l'accord secret de Macquarie en Écosse qui créera les 7 sœurs, donc le premier grand conglomérat pétrolier, c'est BP, Chevron, Exxon, Gulf, Mobil, Shell, Texaco. En 1933, juste après la crise de 29, en fait, Roosevelt met en œuvre le New Deal, c'est-à-dire qu'il rétablit une politique keynésienne avec de la régulation, de la création d'emplois. Ça déplaît beaucoup aux néolibéraux, donc on y reviendra. Et pourtant, ça a donné un certain succès. Ça a permis, est-ce que c'est un succès d'ailleurs, aux États-Unis de redémarrer la croissance. En août 1938 se tient le colloque Walter Lippmann. Et donc Walter Lippmann, c'est vraiment un personnage important. Je vous conseille de lire La Cité libre, qui est édité en français. Il pensait un peu comme Ludwig von Mises, dont on découvre peut-être maintenant la phrase suivante. Alors Ludwig von Mises, pareil, c'est un des grands penseurs, un des grands philosophes, économistes du début du siècle. Il a influencé tous les décideurs du XXe siècle, les décideurs économiques et politiques. Il disait « Les masses ne pensent pas, la direction spirituelle de l'humanité appartient au petit nombre d'hommes qui pensent par eux-mêmes. » Dites-moi si vous avez entendu parler des 1% quand il y avait Occupy Wall Street, si aujourd'hui on parle d'inégalité sociale, on va y revenir. On voit comme un écho cette phrase qui s'adressait, on va le voir plus loin, aux décideurs d'aujourd'hui. Friedrich Hayek, qui aurait été conseiller de Margaret Thatcher, mais aussi ami avec Pinochet. Non, oui, Pinochet. Donc, il publie La route de la servitude. Ça, c'est un petit clin d'œil juste pour faire rire, parce que le 6 juin, c'est le débarquement. Effectivement, les États-Unis débarquent. Je ne vais pas faire une intervention très anti-américaine. J'adore les Stones, qui étaient anglais au départ, et Jimi Hendrix. Mais il y a quelques problèmes aux États-Unis malgré tout, et qui commencent en 1944, lors des accords de Bretton Woods aux USA. Parce que les États-Unis, qui n'étaient quand même pas tellement touchés par la guerre, ils avaient dépensé beaucoup, mais n'étaient pas touchés par la guerre, en fait, on peut le dire, cet acte libérateur est reconnu et qui a débouché sur beaucoup de gratitude. C'était aussi quand même le démarrage de la Troisième Guerre mondiale, qui est une guerre économique qui n'est pas terminée. Donc effectivement, lors des accords de Bretton Woods, ont été créés la Banque mondiale et le FMI. Les États-Unis ont opposé leur veto sur la création de l'Organisation internationale du commerce. Pourquoi ? Parce que cette organisation internationale du commerce devait être sous l'obédience des Nations Unies et intégrer des mécanismes de régulation, ce qui était absolument insupportable aux économistes et décideurs américains à l'époque. Donc on va voir qu'effectivement, on le verra plus tard, donc j'anticipe cette date, 50 ans plus tard, à la fin du cycle de l'Uruguay Round, pardon pour l'accent, sera créée l'Organisation mondiale du commerce avec toutes les séries d'accords, cette fois-ci une organisation internationale au-dessus des États, donc qui est complètement dérégulée. Donc les États-Unis auront atteint leur but quand même 50 ans plus tard. Donc l'économie néolibérale, c'est une donnée importante et patiente, et on aura affaire avec ça. Du 1er au 10 avril 1947, c'est la réunion du Mont Pèlerin, la création de la Société du Mont Pèlerin, et le début, en fait, de tous ces think tanks, tous ces réservoirs d'intellectuels, pas seulement d'intellectuels, des réservoirs d'intellectuels qui vont rassembler aussi des politiques et des industriels. Ça va être une grande habitude de ce début du XXe siècle, où il s'agit effectivement de mélanger des intellectuels, des industriels et des politiques pour parler de stratégie, d'intelligence globale pour gérer tout ça, et bien entendu d'action. Et donc il y aura beaucoup de think tanks qui vont éclore. J'en cite que quelques-uns. D'accord. Nickel. Bon, je vous épargne la signature du GATT, c'est l'accord général sur le commerce des services. Il y a d'excellentes interventions de Raoul-Marc Génard sur YouTube sur ce sujet. En 1954, deux dates importantes, la déclaration de l'Union Atlantique, donc on voit le TAFTA continuer de se profiler, le PTCI je préfère,
et le début des conférences annuelles du groupe Bilderberg. Alors oui, le groupe Bilderberg existe, oui, c'est un groupe qui réunit des industriels, des politiques et des gens d'affaires, au moins une fois par an, et on ne sait jamais, ces gens-là se rencontrent a priori pour parler de tout et de n'importe quoi, puisqu'ils disent tout le temps qu'ils ne prennent pas de décision, et on n'arrive jamais à savoir ce qui se dit lors de ces réunions. Donc on va en conclure que ça n'a aucune importance. De 64 à fin 90, Association pour la liberté économique. Je vais peut-être accélérer un peu, parce que on voit, donc on voit toujours effectivement des déclarations, des signatures relatives à cette volonté de créer un partenariat transatlantique. On voit toujours des think tanks en 55, donc l'Institut des affaires économiques en Grande-Bretagne, la Fondation Héritage en 64 aux États-Unis. On diffuse de 56 à 65, ça va être très important, les enseignements, les recherches de Milton Friedman à l'Université de Chicago. Alors là, je fais une petite parenthèse parce que je vais présenter des travaux un peu sur l'esprit, le désir, comment ça marche. Il faut savoir que l'ouvrage, le travail qui m'a donné cette idée pour la première fois, et je pense que c'est le seul point sur lequel peut-être j'apporte quelque chose ici ce soir, donc il faut que je ménage du temps, c'est à l'issue de la thèse de Naomi Klein. Je la malgré comme ça, est-ce qu'il y a des gens qui ont lu la stratégie du choc? Je ne parle pas voir le film, parce que le film est franchement pas bien, je trouve. Voilà. Donc vous êtes trois, je vous engage à être beaucoup plus nombreux. Quitte à voir des sketchs, à dire des BD, parce que c'est un livre qui met un peu en colère. Lisez la stratégie du choc, s'il vous plaît, c'est un ouvrage majeur, je pense aujourd'hui, c'est un ouvrage par ailleurs très courageux, qui part d'une idée qu'avait exprimée Milton Friedman, à savoir que pour mettre en place son modèle économique néolibéral, c'est-à-dire sans la moindre régulation, avec une main visible qui redistribue, vous voyez, donc ça veut dire, s'il n'y a pas de régulation, il ne faut pas qu'il y ait d'investissement autour de l'économie. Donc pas d'envie de préservation de l'environnement, pas de salaire minimum, pas de social. Le social coûte, le social affaiblit l'économie. Vous voyez, quand je commence à payer un salaire minimum, c'est une catastrophe. Le salaire maximum, c'est pas cher. Mais le salaire minimum, c'est 2000 SMIC, je crois, l'ancien patron de Vinci. Merci. Voilà. Donc, passons là-dessus. Donc, cette idée, si vous voulez, c'est que le travail de Naomi Klein montre effectivement que Milton Friedman considérait qu'une société ne pouvait pas absorber ce mode d'économie sans être en état de choc. Parce que sinon, les gens résistent. Parce qu'on est tellement malheureux, si vous voulez. Alors, il y a des tas de preuves. Si vous voulez pleurer, regardez ce film de Fernando Solanas. Sur le Brésil, sur l'Argentine, Mémoire d'un saccage, pardon. Ça c'est vraiment un film à voir, on voit cette mécanique terrible. Et effectivement, donc, il y a eu un tas d'expérimentations, là je passe à travers toutes ces dates finalement, un tas d'expérimentations qui ont été menées essentiellement depuis les États-Unis, mais pas seulement. En France, en Afrique, elle fait aussi pas mal de choses. Qui a consisté, la France était moins radicale sur l'aspect friedmanien, l'opération Condor par exemple, ou ce qui s'est passé après le tsunami en Inde, ce qui s'est passé après Katrina en Louisiane, ce qui s'est passé en Russie après Gorbatchev quand Eltsine a pris le pouvoir, c'est toujours l'idée qu'il y a un problème climatique ou un coup d'État, mais en tout cas à chaque fois on met la société en vrac et les gens sont perdus, n'ont plus de point de repère, et là on va pouvoir commencer à mettre en marche ce mode d'économie. En Europe, quand Naomi Klein termine ce livre, elle le termine juste avant les plans d'austérité, elle dit dans son livre que ça ne peut pas se produire de la même manière en Europe parce qu'on a déjà une mémoire de lutte. Donc on est moins naïf peut-être que pouvait l'être l'Afrique ou l'Amérique du Sud quand ces premiers plans arrivaient il y a près d'un siècle maintenant. Un peu moins. Donc ce qui est intéressant, en fait, c'est l'idée, si vous voulez, que Naomi Klein a posé au début de son livre un problème de type psychiatrique, c'est-à-dire qu'elle a mis en perspective les expérimentations du néolibéralisme et les expérimentations d'un psychiatre canadien, Owen Cameron, qui effectivement, avec des électrochocs et d'autres méthodes, mettait ses patients en état de blanc, de virginitude psychique. Il avait pour hypothèse qu'on allait pouvoir améliorer la santé des gens
en éradiquant tous leurs problèmes et puis en reconstruisant sur du vierge. Donc cette idée, effectivement, m'a taraudé parce que je la trouvais très bonne et pas totalement aboutie dans son livre, qui par ailleurs aboutit sur tout le reste. Donc c'est sur cette petite question-là que je suis revenu, me disant cette économie, en fait, elle est déjà détenue dans l'esprit et il va nous faire un travail de déprogrammation économique, si vous passez ce dérapage de langage, pour pouvoir décoloniser notre imaginaire et participer à un changement du monde qui ne contient pas l'histoire et le passif que nous avons. Voilà, donc bon, j'ai pas... Alors bon, on voit bien, je sais pas François si tu suis, mais sur le suivant, je vous ai parlé du mercredi noir, la signature des accords dans le cadre de l'OMC. Bon, en gros, on commercialise tout, on marchandise tout, hein, donc tous les services, le vivant, la propriété intellectuelle, etc. Regardons la mécanique en 98 et en 99. Aux États-Unis, donc le groupe bancaire financier Citigroup viole la loi Glass-Steagall qui obligeait la séparation des activités bancaires, parce que M. François Hollande avait promis de rétablir quand il a pris son quinquennat, ce qu'il n'a pas fait. 1999, vote par le Congrès américain du Gramm-Leach-Bliley Act défaisant la loi Glass-Steagall juste avant la fusion constitutive de Citigroup. Donc on voit bien qu'aujourd'hui un groupe comme Citigroup, ça pourrait être JP Morgan, ça pourrait être Goldman Sachs ou Total, peu importe, on voit bien l'influence qu'ont ces groupes sur le système législatif, parce que c'est pas par hasard ces dates, c'est pas du tout par hasard. Donc aujourd'hui effectivement il y a une infiltration par des réseaux de relations publiques, la communication, le marketing, etc. Les médias, il me reste que 10 minutes, donc là il va falloir que je place le plan Orsec, merci. Voilà, donc on voit bien cette logique, en tout cas, qui est une logique de secret, une logique qui est concoctée dans le dos des citoyens. Hein, l'accord transatlantique, aujourd'hui, peu de gens sont au courant, et c'est pourtant un accord politique extrêmement important qui comporte des choix de société, de vrais choix de société, et nous ne sommes pas au courant. Donc on voit bien effectivement toutes ces manœuvres. Alors du coup, effectivement, 10 minutes, je propose. Je voulais parler un peu de la Grèce, mais bon, tant pis, on ne parlera pas de la Grèce. Ouais. Je vais continuer quelques points. En 2000, s'est produit la guerre de l'eau à Cochabamba, en Bolivie. Notamment Bechtel, mais d'autres groupes industriels étaient dedans. On montre l'importance de l'eau. Hein, donc ça va être un enjeu important au XXIe siècle. Mais d'ores et déjà, effectivement, toutes ces réserves de l'eau, pour les fabricants de soda, le coca c'est de l'eau, hein, pour les piscines, Bechtel, le tourisme, etc., on voit bien que les entreprises se positionnent vraiment de manière très agressive aujourd'hui autour de ces réserves, et donc ça sera un problème majeur à gérer à l'avenir. Donc il y a eu une guerre de l'eau, et comme effectivement les forces de l'ordre boliviennes ont fait l'erreur de tuer un enfant de 15 ans, il faut toujours, hélas, en passer par là, et attendre d'en passer par là pour bouger. Effectivement, une fois cet enfant mort, c'était une catastrophe pour toute la population, et du coup, elle a trouvé les nerfs suffisants pour vaincre l'armée, ce qui était quand même pas mal. Mais sinon, effectivement, on ne pouvait pas récupérer l'eau de pluie, et sachons-le aujourd'hui, l'eau de pluie, elle est dans les tiroirs de nombreux cabinets de réflexion sur l'économie, d'entreprises, etc. Elle est dans la réflexion des entreprises, ça pourrait être tout à fait pratique pour les entreprises d'en faire un produit marchand et d'en interdire l'accès au public. Il y a déjà des tentatives. Voilà. Et parallèlement, effectivement, pour terminer là-dessus, donc on voit bien effectivement qu'il y a un certain nombre de manipulations. On voit par contre qu'il y a toute une part de notre société qu'on peut appeler la technosphère, qui est très liée au néolibéralisme. Pour prendre une date symbole, le 11 septembre 2001, depuis le marché de la sécurité intérieure, de la défense du territoire, les marchés de la biotechnologie, de la vidéosurveillance, de la bioprotection, sont des marchés qui enregistrent une croissance hallucinante. Donc on voit bien vers quel type de société nous allons si nous laissons faire ce courant. Voilà. Je suis navré, je vais épargner d'autres choses, sachant quand même que là j'ai un document un peu secret qui émane du ministère de l'Intérieur britannique, qui a été rédigé par un think tank paramilitaire sur les questions de sécurité intérieure d'ici à 2036, les anglo-saxons sont précis. Évidemment, il est question de répression, parce qu'il va être question de révolte, parce que les révoltes... Et
cette répression est déjà prévue, puisque dans le traité de Lisbonne, il y a un aménagement que peu de gens connaissent, et c'est fort dommage, c'est l'aménagement 2.2 aux droits de l'homme qui permet à la police d'utiliser 3 armes létales pour disperser une manifestation. Donc le droit de la peine de mort est en fait réinstallé depuis le traité de Lisbonne. Il faut savoir que cet aménagement a fait l'objet d'un décret par M. Fillon le 30 juin 2011, décret d'application immédiate qui permet à ces armes-là effectivement d'être utilisées par la police française. Donc sachant effectivement que cette économie va se défendre. Cette économie va se défendre et c'est quelque chose dont il va falloir absolument tenir compte. Voilà. Donc le bilan en tout cas... le bilan, je vais épargner les chiffres clés ici pour gagner un peu de temps. Le bilan aujourd'hui, après un demi-siècle de rouleau compresseur d'une économie néolibérale, on s'aperçoit qu'il y a un accroissement des inégalités sociales, une destruction du lien social, que la pauvreté devient misère, c'est-à-dire non pas mode de vie frugal, mais alcoolisme, violence, rarification d'accès aux services publics, problème d'obésité dans le nord et de sécurité alimentaire dans le sud, problème d'accès à l'eau non résolu, atteinte de seuils critiques dans l'exploitation des ressources fossiles, pétrole, charbon, uranium, etc., dérèglement climatique en cours. Aujourd'hui, on s'éloigne de l'hypothèse plus de degrés qui était ardemment défendue par tous les environnementalistes à 2100. Aujourd'hui, on se dirige tranquillement vers une hypothèse plus 3 à plus 6 degrés. Il faut savoir que 6 degrés, c'est une catastrophe humanitaire sans nom. 3 degrés, c'est des millions de réfugiés climatiques déjà. Des activités humaines responsables du dérèglement climatique, c'est le dernier rapport du GIEC. On sait aujourd'hui que l'être humain, dans son activité, dérègle le climat. Il y a aggravation, ça c'est les mauvaises nouvelles, aggravation de l'intensité et de la fréquence des catastrophes dites culturelles, parce que Fukushima c'est pas une catastrophe naturelle, c'est une catastrophe culturelle. On savait très bien, elle avait été prédite, cette catastrophe déjà. Mediapart en avait parlé en 2007. Fort risque climatique à venir, donc tempête, inondation, accélération de la déforestation, impact négatif de la pêche industrielle sur les réserves halieutiques, donc de poissons, impact négatif de l'agriculture conventionnelle sur les sols, les nappes phréatiques, le climat, la santé, la biodiversité, les populations, pollution des océans et montée du niveau des eaux, impact des technologies d'informatique et de communication sur l'environnement, c'est énorme. Sachez qu'un mail, c'est 20 grammes de CO2, en équivalent émission CO2. Impact négatif des industries de forage et d'exploitation minière sur la santé, les droits de l'homme, de l'humain, on va dire, la sécurité et la souveraineté alimentaire. Enfin, montée des extrémismes idéologiques. J'ai mis extrémiste entre guillemets sur mon papier, parce que j'en suis, idéologique et religieux, du racisme et du souverainisme. Voilà. Alors, je vous propose de passer on va peut-être aller sur l'esprit des alternatives, on va peut-être en parler ensemble. Des alternatives, alors on y va. On y va. Donc là, je crois qu'il va falloir passer plusieurs pages. Ah oui, voilà. Si, attends. Alors, effectivement, un demi-siècle de rouleau compresseur néolibéral, et voilà ce que nous dit David Rockefeller, fils de tout à l'heure, qui avait créé la Standard Oil. Il nous dit, février 1999 à Newsweek, c'est Raoul McGénard qui évoque ceci quand il présente l'accord transatlantique. Quelque chose doit remplacer les gouvernements. Le privé me paraît une institution, me semble l'entité adéquate pour le faire. On voit bien que là, il y a la volonté effectivement de déposséder les peuples de leur gouvernance et de leur choix. C'est très très clair, on en est en synthèse. Donc ce que je propose, et on va rentrer dans le camp des bonnes nouvelles, je vous propose de s'agiter un peu, c'est la phrase suivante qui avait été prononcée, au moins en tout cas lors du forum sur l'économie sociale et solidaire à Paris par Patrick Vivray. Nous devons remplacer l'ego compétitif par l'alter coopératif. Et c'est comme ça que peut-être après ces alternatives on va rentrer dans l'esprit, parce qu'être un alter coopératif, c'est peut-être pas si facile que ça en a l'air. En clair, être parfaitement non violent, bienveillant, aimer les enfants, les vieux, les êtres humains, les femmes, les chiens, les chats, les crottes, tout ça, c'est pas si facile en fait quand on réfléchit bien. Donc peut-être il nous faudra une méthode pour faire une révolution intérieure qui nous permet d'engager un autre rapport avec notre désir, qui deviendra peut-être un rapport éthique. Je pense à la phrase du poète Roverdi qui disait « l'éthique, c'est l'esthétique du dedans ». Donc, on va passer quelques pages plus loin. Alors, je vais aller assez vite, et sachez que... Après, c'est pas grave, en fait, je le savais par cœur, je suis vachement fier. Et
Ok, alors voilà, les résistances et alternatives, j'ai tout mis un peu en vrac ici. En rouge parce que ça disparaît, quoi que ça pourrait réapparaître. Hein. Tout, ce soir, on était à deux doigts d'annuler la réunion s'il y avait d'autres résultats aux élections ici. Mais donc effectivement, la résistance violente, parfois paramilitaire, historique dans l'extrême gauche, dans l'extrême droite, dans les courants qui s'opposent mutuellement. C'est l'OTA, les Brigades Rouges, etc. C'est le Red United Army au Japon, etc. Les Black Blocs actuellement. Alors on voit encore les Black Blocs, on voit effectivement dans certaines mouvances renaître un courant violent. C'est dangereux. Mais de manière générale, dans les alternatives que je vais vous montrer là, et là on peut peut-être les afficher, c'est résolument aujourd'hui une idéologie non violente. Alors il faut savoir pour la non-violence qu'il y a une étude qui a été faite par des thésards et qui montre, elle a été faite entre 1900 et 2006 sur plus de 300 conflits populaires, revendications populaires. Les revendications violentes ont eu 23, dans ces plus de 300 cas, ont donné 23% de réussite. Les révolutions non violentes en ont donné 46. Donc on voit aujourd'hui qu'en termes d'efficacité d'obtention d'une revendication dans le cadre d'un mouvement populaire, une clé majeure, si elle n'est pas idéologique, au moins qu'elle soit tactique, c'est la non-violence. Ça, c'est vraiment fondamental. Et ça va être compliqué d'être non-violent. Très compliqué. Mais on voit bien effectivement qu'aujourd'hui, il y a tout un tissu de résistance non-violente et d'alternative. Et c'est précisément cette non-violence qui conduit à l'acte, à l'autonomie, et qui fait qu'on a des choses incroyables. Alors je vous conseille ce livre merveilleux qui remonte terriblement le moral, 1 million de révolutions tranquilles, dont je me suis largement inspiré, 1 million de révolutions tranquilles de Bénédicte Magnier, collection édition 3L, les liens qui libèrent, et effectivement on voit occupation de la place publique, ça s'est fait en Argentine, les casserolades, Cochabamba, donc en Bolivie, j'en parlais, la guerre de l'eau, Puerta del Sol, Oakland Street, les indignés, Occupy, démocratie réelle maintenant. On a tout un tas de mouvements partout dans le monde qui sont levés, qui parfois apparaissent, disparaissent, réapparaissent, redisparaissent. Mais on voit bien une tendance. Il y a une réappropriation des écosystèmes et des surfaces agraires. C'est comme ça que j'ai eu envie de le formuler pour parler des zones à défendre. Pardon ? Oui. Ah oui, je ne l'ai pas fait forcément dans l'ordre, j'avais choisi un ordre exprès en fait, mais je ne me rappelle plus là pour le coup. Mais par contre, c'est la diapo d'après celle-là. On voit aujourd'hui des tas d'idées. Au fond, cette révolution qui est en train de se mettre en place, cette évolution, on met de plus en plus, c'est la mode, le R entre parenthèses. On parle de guérilla urbaine non violente, les guerrilla gardeners, les seed bombs, ces gens qui se mettent à semer partout là où il y a des terres défrichées, etc. Et puis se mettent à occuper les terres, et s'organisent, ils font du commerce de légumes, de fruits, ou aident, simplement ils font des donations. Les détournements publicitaires, c'est né en Angleterre, le subvertising, culture jamming, anti-pub, casseur de pub, reposeur, Billboard Revolution Front, etc., qui consiste à montrer les failles de la communication publicitaire en mettant des messages sur les affiches, en les détournant, en faisant des contre-publicités sur Internet, etc. Donc le hacking, le cyberactivisme, on pense notamment aux Anonymous, les aides locales à l'émancipation, la sécurité et la souveraineté alimentaire, on peut ici que souligner le travail de solidarité en Inde et en Afrique, les canulars et les pièges médiatiques qui esmènent, les brigades activistes de clowns, circa, je ne sais plus ce que ça veut dire, en tout cas ce sont des clowns activistes aussi, les défilés, les parades, la Gay Pride, la Fair Pride, tout ça a de l'impact. Le contre-pouvoir citoyen, développement d'organisations, de résistance et de désobéissance non violente. Là, on va mettre des tas de choses en vrac qui n'ont rien à voir et pourtant qui sont reliées par ce concept. Greenpeace, Amnesty International, les colibris, les brigades de protection, BPI, les brigades de la paix, les brigades internationales de la paix, les désobéissants, Canvas et Haute-Port sont des organismes de formation à la non-violence. Haute-Port, c'est né en Serbie, sous les membres de l'OTAN. Festival et forum intermondialiste, résistance violente, paramilitaire, etc. Donc on voit en bilan, et donc je pourrais passer à la diapo suivante, qu'aujourd'hui on a plein de on a plein de résistances, d'alternatives qui sont proposées partout. Alors il faut savoir, là j'ai essayé de vous en mettre quelques-unes
c'est partout autour de la Terre, le Rajasthan au nord-est de l'Inde qui est désertique, a priori, l'espérance des Johad par exemple, aujourd'hui les agriculteurs arrivent à s'organiser entre eux, et ont réussi à renourrir les nappes phréatiques, à faire pousser des cultures qui ont un meilleur rendement qu'avec l'agriculture conventionnelle quand on commence à avoir des phénomènes de résistance. Donc on voit qu'aujourd'hui, ça se passe, il y a des collectifs de femmes, des SCOP, des coopératives au Maroc, en Espagne, il y a des mouvements partout, on dit les États-Unis c'est le grand méchant loup, mais il y a des mouvements inouïs qui naissent partout aux États-Unis, de solidarité, des coopératives, des SCOP, de l'agroécologie, de nouvelles expérimentations en matière agricole, les banques de temps, les banques de semences, les semences traditionnelles, on a plus que 120 variétés de pommes aujourd'hui, on n'en a qu'une dizaine dans les rayons. Claude Bourguignon disait dans le making-of du film de Colin Serrault, Solution locale pour un des anglophone, qu'un jour quelqu'un lui avait demandé des tomates carrées, je crois. Donc, pour avoir travaillé 20 ans dans le marketing, je peux vous dire que je sais que c'est possible d'avoir une idée pareille. Je l'ai vu. Mais forcément, les bureaux sont aussi carrés. Et on travaille dans une boîte. Donc, évidemment, je vous propose de terminer sur l'esprit. Et pourquoi notre relation au désir va être une clé pour faire durer ces alternatives, pour pouvoir les mettre en interdépendance. Parce que souvent, quand on crée une association ou un courant, on est fier. Et j'ai remarqué que dans le monde associatif, il y a souvent beaucoup de défiance, parce que notre idée, elle soit récupérée par un copain, ceci et cela, on a beaucoup de soi, on a beaucoup d'ego, vous voyez, et du coup, ça va freiner effectivement le changement, parce qu'il nous faut donner nos idées. Alors, soyons clairs, ce sera peut-être une provocation première ce soir. Oui, la propriété, c'est ultimement du vol. S'approprier quelque chose, que ce soit un objet ou pas, c'est un vol caractérisé. Donc il va falloir renoncer à ça. Et évidemment, s'approprier une idée, il n'y a rien de pire, une idée c'est immatériel et on la met sous clé. Vous voyez, c'est pas très raisonnable et ça crée beaucoup de souffrance. Alors, donc, on va essayer de regarder comment fonctionne l'esprit. Je vais terminer là-dessus parce que je crois que je suis déjà en train de déborder. Est-ce qu'on peut mettre le petit Alors il y a quelqu'un dans la salle ici qui s'appelle Philippe Cornu qui m'a beaucoup aidé à essayer de comprendre ce que je vais évoquer là et que je ne comprends peut-être pas s'il y a besoin d'hurler dans la salle qui hurle. Voilà. Non, c'est celui d'après, François. Alors voilà, très rapidement, alors je ne vais pas faire un cours de psychanalyse, surtout pas, mais on va voir qu'effectivement la seconde topique freudienne, donc 1923, Freud, tout d'un coup pose une vision assez dynamique de ce que c'est la psyché, l'esprit, on va dire psyché. Donc on peut avancer, et il va mettre en évidence, on le savait déjà, il y a une première topique au tout début du siècle, qu'il y a une dimension consciente et une dimension inconsciente dans notre esprit. On sait déjà, la représentation est archi fausse ici, on ne pouvait pas faire autrement, que l'aspect inconscient de notre esprit est beaucoup plus vaste que notre aspect conscient. Ici, il y a une représentation qui montre un peu la grandeur, mais si tant est qu'il y avait une grandeur, parce qu'il n'y a pas d'espace, évidemment, à cet endroit-là. C'est pas un espace, c'est pas une matière, c'est l'esprit. Mais si on devait avoir une espèce de représentation topographique, je dirais que le conscient, c'est mon téléphone portable, et l'inconscient, c'est le reste de la salle. Vous voyez, nous sommes très très peu conscients, extrêmement peu conscients. Et ça, c'est les travaux de Freud l'ont montré, les travaux de Lacan derrière ont enfoncé le clou. Le moi est une fenêtre étriquée sur le monde, disait Jacques Lacan, source de mes connaissances. Donc, oui, ce que nous percevons à l'aide de ce que nous appelons moi, je, moi Jean-Jacques, moi ceci, moi cela, c'est foutaise, en règle générale. On passe notre temps à se planter. Mais on est sûr de ça, donc on va se battre pour ça. Alors, effectivement, différentes instances dans l'esprit, alors ce sont des instances qui n'existent pas, c'est juste pour la démonstration. Mais il y a le ça. Le ça, c'est tout ce qui est complètement inconscient, mais qui conditionne nos actes. Ça m'est venu comme ça, c'est tel plus fort que moi. Voilà, c'est moi qui l'ai fait, pourtant je ne sais pas que c'est moi, vous voyez. Donc il y a cette idée-là. Il y a le moi idéal qu'on construit dès l'enfant, mais vous voyez, les sortes d'informations d'orientation en milieu scolaire, dès qu'on a 5 ans, on demande déjà ce qu'on veut faire plus tard, c'est terrible. Donc voilà, on se construit un idéal très très tôt, et il va devenir l'idéal du moi, ce moi idéal, ça c'est archaïque. Le surmoi, souvent on dit le surmoi c'est négatif, pour les gens qui me disent ça, c'est le flic, le prêtre, le curé de l'esprit qui dit on n'a pas le droit de faire ci, c'est pas bien, etc. C'est aussi celui qui sublime le surmoi, vous voyez. Si vous regardez le magnifique film de Lost Highway de David Lynch et que vous ne comprenez pas, vous verrez peut-être à ce moment-là, moi je l'ai lu, j'ai la prétention en disant ça, mais je l'ai lu, je ne l'ai pas trouvé tout seul,
que c'est la mise en image, en film, du triptyque de Francis Bacon, Sweeney Agoniste. Donc ce film est la mise en image d'une peinture. Évidemment, si on voulait comprendre le film en regardant le film, on était perdu. La sublimation, c'est dans le meurtre. Les meurtres sont absolument sublicimes dans cette peinture et dans ce film. Donc on voit bien que le surmoi, effectivement, a amené l'art dans la perversion. C'est-à-dire, ce que tu veux faire, c'est monstrueux, fais-le d'une manière artistique, et ça posera... tu n'auras personne. Donc on voit effectivement que le surmoi a une fonction qui permet de régler certains problèmes. Alors cette fonction du surmoi, elle est complètement éradiquée dans l'économie néolibérale. C'est ce qu'on appelle la dérégulation financière et le libre marché. J'ai droit à tout. Qu'on ne me mette aucun obstacle, on va retrouver les termes obstacles tarifaires et non tarifaires dans le PTCI, c'est-à-dire absence du surmoi, absence de morale, absence de régulation, absence de préservation des gens, absence de préservation de la santé, absence de préservation de l'environnement. On est sur un fou, on le met en hôpital psychiatrique, il est tellement fou qu'on va même pas le mettre en prison. Aujourd'hui, c'est le modèle qui dirige l'essentiel de notre économie, c'est quand même assez grave. Alors je vous propose de passer au point suivant, qui va nous amener cette fois-ci à réfléchir en tant que citoyen, militant, quelqu'un qui veut changer le monde, parce que moi je vais dire, ah oui pardon, c'était l'illustration du moi qu'on disait tout à l'heure, parce que c'est ça qui reste, une fois qu'on s'est construit, le moi, il ne reste plus que ça. Alors là, on va voir un autre modèle. Pour la petite histoire, c'est un type qui a un nom à coucher dehors, forcément, puisqu'il est étranger, qui s'appelle Vasubandhu, donc qui est indien, 4e siècle, merci. 4e siècle, donc qui fonde une école qui fait partie d'une des nombreuses écoles philosophiques du bouddhisme, mot de 1924, c'est ça, mot de 1924, donc qui ne correspond pas finalement à grand chose. Et donc je vais conclure. Alors comment conclure? On va conclure là-dessus. Vous voyez, en fait, on parlait d'après-développement. On a vu effectivement toute une logique. Cette logique, il va falloir la défaire. Il va falloir la défaire à l'intérieur même des organismes et institutions qui déploient cette logique. Il va falloir la défaire à l'intérieur de nous-mêmes. Il va falloir la défaire dans la contestation et dans l'opposition. Ce sont des lieux différents. Pourquoi? Parce que si on n'est que dans la contestation, on va créer un avenir à deux vitesses. Une société néolibérale, élitiste, surarmée, qui n'interviendra pas dans le reste du monde, mais fera ses petits arrangements, pendant qu'il pourrait y avoir une société de dons solidaire qui vivrait parallèlement, et on aurait une espèce de monde à deux vitesses, avec une espèce de cours de miracle au milieu. C'est une vraie tendance sociétale, c'est une vraie possibilité. On pourra avoir une dictature écologique, parce qu'on va avoir des problèmes climatiques, et la solution autoritaire risque d'être très tentante. On pourrait effectivement aussi avoir effectivement le développement progressif d'une société beaucoup plus solidaire, d'un rétablissement du lien, de la verticalité, qui pourrait être un enseignement si cette économie réussit à s'écrouler, ce qu'elle va faire inéluctablement. On le sait. Des cracks, on va en avoir encore, des problèmes financiers, on va en avoir encore, et l'austérité n'est pas du tout faite pour régler le problème. C'est juste un hold-up, l'austérité. Donc, la tentative de Chypre ayant un peu échoué, on utilise des méthodes un peu plus douces, mais l'idée est la même. Voilà, donc ce qui va être important pour nous, les uns les autres, et je termine là-dessus, effectivement, c'est d'être là, conscient, de développer vraiment une vision, parce que c'est ce que préconise le développement durable, c'est le credo du développement durable, mais ça fait bien longtemps que l'idée existe et elle n'appartient pas au développement durable, qui est en train de nous se dire un vrai scandale. Non, c'est vrai, c'est un vrai scandale. Le développement durable, c'est une fumisterie monstrueuse, mais enfin, c'est tellement une fumisterie que les grandes entreprises y vont à 100 à l'heure. C'est un bonheur pour eux. Donc c'est de dire pensez global, agissez localement. Pensez globalement, agissez localement. On parlera du développement durable, je suis sûr, dans le débat, parce que j'aurais choqué quelqu'un en disant ça, évidemment. Donc ce développement durable, penser globalement, agir localement, c'est une clé. Donc l'éducation va être une clé, et le travail sur notre désir va être une clé. Et je vais terminer par la page. Alors je ne peux pas développer ça. Si vous avez des questions sur les 5 sens, l'activité psychique, on pourra en parler plus tard. Ouais. L'idée, en tout cas, c'est que nos 5 sens sont des outils imparfaits. Ils ne voient pas la réalité, ils voient
ce pourquoi ils sont formatés. Un cobra voit des variations de température de 0,05 degrés Celsius, ce n'est pas notre cas. Donc nous ne voyons pas la réalité. Nous voyons ce qui nous permet les uns les autres d'entretenir ensemble des rapports cohérents avec le monde. Mais c'est pas le monde que nous voyons. Donc il faut vraiment être conscient de ça. Et partant, effectivement, il faut arriver, effectivement, quand on a un désir, à savoir si ça correspond à un besoin, si on en a inévitablement besoin, si on ne le satisfait pas, quid, et quelles sont les circonstances qu'on crée via ce désir. Alors ça paraît fumeux, si on voit à chaque fois qu'on a un désir, se poser ce genre de questions, mais au bout d'un moment ça peut devenir réflexe, et puis on peut très bien l'intégrer avec des méthodologies. La relaxation, la méditation, il y a plein de méthodes aujourd'hui qui sont des outils formidables pour un militant. Qui nous permettent de raisonner. Et donc je vais déployer la dernière page et on a terminé par des citations qui résument le problème au fond. Je cite ici Suzanne Georges. Pourquoi? Parce que il va vraiment nous falloir régler des problèmes. C'est plus qu'urgent. J'ai pas la feuille là, je vais me retourner. Voici ce que le réchauffement de la planète va transformer: la sécurité personnelle et la santé, l'accès à l'alimentation, à l'eau et à la médecine, l'équilibre géopolitique et stratégique, la cohésion sociale et la paix elle-même. Dans ces conditions, pourrions-nous, s'il vous plaît, disait Suzanne Georges, cesser de parler des générations futures, et je rajouterais de l'après-développement. Il y a hyper urgence, c'est maintenant, c'est pas demain, c'est pas après, c'est pas les générations futures. Nous sommes au beau milieu de cet ordre. Donc il va nous falloir agir. Un mode d'action est la non-action. Souvent en n'achetant pas, par exemple en ne consommant pas, on réduit des problèmes. La seule condition au triomphe du mal, c'est l'inaction des gens de bien. William Burke, philosophe irlandais et politique. Penser et ressentir globalement, agir localement, être conscient. On voit bien cette mouvance avec les colibris, par exemple, Pierre Rabhi, pas seulement. Il faudra accomplir, Vandana Shiva, etc. Il y a pas plein de gens qui sont sur ce terrain-là. Il faudra accomplir toutes choses, et même les plus ordinaires, surtout les plus ordinaires. Ouvrir une porte, écrire une lettre, tendre une main, acheter une canette de soda, avec le plus grand soin et l'attention la plus vive, comme si le sort du monde et le cours des étoiles en dépendaient. Et d'ailleurs, le sort du monde et le cours des étoiles en dépendent. Christian Bobin, très grand poète contemporain. Et donc il va nous falloir accepter de perdre, il va aussi nous falloir accepter de renoncer, et c'est un grand deal avec notre désir qui n'aime pas ça, parce qu'on aimerait bien reconquérir la voûte des étoiles, etc. Non, il va nous falloir renoncer à des tas de choses. Donc s'engager, c'est mourir, disait Ernst Junger, mais il n'y a rien à craindre, parce qu'au fond, si on dédramatise, une bonne partie d'entre nous seront morts avant que les problèmes de l'après-développement soient cruciaux. Dans cette salle, une autre partie peut-être pas. La maladie est une maladie mortelle sexuellement transmissible. Woody Allen sait bien détendre l'atmosphère. Oui, nous allons mourir, donc on n'a rien à craindre. Et pour conquérir, en fait, pourquoi on n'a rien à craindre? Parce que tout ce que nous avons à faire ensemble, et dès maintenant, c'est de conquérir d'autres territoires, de se donner d'autres richesses qu'on n'appellera pas PIB, mais qui sera humaine, sociale, économique au sens plein du terme. Comme le dit Patrick Vray, il va nous falloir réenchanter le monde, c'est avec de la joie, du jeu, mais de la rigueur, et aussi un peu de renoncement. Il va nous falloir être pilote dans l'aventure, et pas attendre des autres, et pas attendre d'ailleurs, et pas attendre demain. Donc je vous propose de se révolter ensemble tout de suite. Merci pour ton intervention. Je vais laisser la place à Gustavo aussi qui va pouvoir rebondir. Alors peut-être aussi étendu sur le pour qu'on puisse laisser un peu de place avant d'échanger avec le public. Voilà. Gustavo. Bien, merci. Je suis content d'être là. En fait, je suis même un peu ému parce que j'étais très ami avec François Partant, qui a joué une référence par rapport à la solidarité, et qui le premier a écrit, il y a déjà plusieurs dizaines d'années, un livre qui s'appelait La fin du développement, et qui a lancé effectivement toute cette réflexion sur la remise en cause de la notion de développement. Donc, effectivement, je me considère un peu en continuité avec cette période de débat très intense avec
François Partant et beaucoup d'autres. Bon, alors, bon, c'est très bien parce que Jean-Jacques a construit une fresque. Donc, je n'ai pas besoin de revenir sur les différents éléments, notamment sur les dates et l'histoire. Je pense que c'est effectivement très important. Je vais plutôt profiter de ça pour essayer de proposer quelques hypothèses. Et je vais essayer de travailler autour de 4 hypothèses, de réfléchir avec vous à haute voix, autour de 4 hypothèses. La première, c'est d'où on peut parler, pour réfléchir sur l'après-développement, sur la remise en cause du développement, en fait. C'est plutôt ça. Et donc, je parlerai du mouvement intermondialiste, puisque mon hypothèse, c'est que c'est de là que je parle et que je pars. Donc, je vais essayer d'expliquer en quelques mots ce que c'est et ce que ça peut nous apporter. Ensuite, la deuxième hypothèse, c'est que pour comprendre ce que ça veut dire la remise en cause du développement et les formes de transformation, puisque effectivement le développement a fini à un moment donné par résumer ce que ça voulait dire la transformation. C'est ça qu'on remet en cause. On ne remet pas en cause le fait qu'il faut des transformations sociales, écologiques ou autres, mais effectivement que les enfermer dans l'idée de développement, c'est les réduire. Et on en voit des limites, donc je vais essayer de voir quelles sont les contradictions qu'il faut prendre en compte pour réfléchir à autre chose par rapport au développement. La troisième hypothèse, c'est quels sont les avenirs possibles dans la situation où nous sommes. Et la quatrième hypothèse, si j'ai le temps, ce sera effectivement comment est-ce qu'on réfléchit en termes de collectivement, en termes de propositions politiques et en termes, je dirais, de stratégie. C'est un peu les 4 hypothèses, mais qui s'appuient sur tout ce que Jacques a dit. Donc, bon, donc je vais aller assez vite et je serai assez schématique. Bien. Je vais commencer par 2 citations qui me paraissent intéressantes. Il y en a une que Edgar Morin met souvent en avant en citant Hölderlin. Il dit toujours « Là où croit le danger, croit aussi ceux qui sauvent ». Et je crois que c'est très important, parce que si nous faisons une analyse de ce qui ne va pas, des dangers, des folies, etc., c'est pas simplement pour nous battre la coulpe ou pour rentrer dans une grande désespérance. C'est parce que nous cherchons dans ces dangers-là ceux qui sauvent. Et la deuxième, c'est pas une citation, mais la deuxième référence que je vous donnerai, c'est justement la définition de crise dans les idéogrammes chinois. Vous savez que les idéogrammes chinois sont très intéressants parce que ce sont des signes contradictoires. Et donc, l'idéogramme chinois, qui est très beau d'ailleurs, vous pouvez le voir, vous pouvez aller sur un dictionnaire, enfin, vous verrez, ou sur Internet, l'idéogramme chinois, qui veut dire crise, il y a 2 signes. Il y a un signe qui dit risque, danger, et l'autre dit chance, opportunité. Et c'est ça qu'il faut que nous voyons. Il ne faut pas nier les risques et les dangers, il faut en être conscient pour pouvoir ne pas y succomber, mais il faut aussi voir quels sont les dangers et les opportunités. Donc il faut réfléchir en termes de contradiction. Je crois que c'est ça l'idée. Alors, qu'est-ce que le mouvement Alter apporte par rapport à ça? Bon, je dirais que le mouvement Alter, je vais retenir 2 choses. Évidemment, je pourrais parler pendant très longtemps du mouvement intermondialiste. J'y trouve beaucoup de choses là-dedans. Il dit 2 choses. D'abord, il dit le mouvement intermondialiste se construit par la convergence des mouvements sociaux et citoyens. Donc, c'est une convergence des mouvements. Donc, il fait une hypothèse très très forte. Ceux que nous choisissons dans le mouvement intermondialiste comme acteurs de l'histoire, ce n'est pas les seuls, notamment. Il y a plusieurs acteurs dans l'histoire. Les États sont des acteurs de l'histoire, les entreprises sont des acteurs de l'histoire. Et nous choisissons les mouvements. Parce que nous considérons que ce sont des mouvements qui, d'une certaine manière,
construisent la dynamique historique des peuples. C'est pas les peuples, c'est pas une entité vague, abstraite, mais les mouvements. Et donc, le mouvement intermondialiste, ce qu'il a fait, c'est qu'il a choisi de partir de la diversité des mouvements. Et donc, quand vous allez dans un Forum social mondial, j'espère que vous irez au Forum social mondial de Tunis en mars 2015, qui est le prochain Forum social mondial, et qui sera tout à fait passionnant, et vous verrez qu'il y a des mouvements. Il y a des mouvements de syndicats, il y a des mouvements paysans, il y a des mouvements de femmes, il y a des mouvements de jeunes, il y a des mouvements des peuples qu'on appelle peuples premiers, il y a des mouvements de jeunes, il y a des mouvements de l'économie sociale et solidaire, il y a des centaines de mouvements différents. Et chacun de ces mouvements porte à la fois une résistance à ce qui existe, et des propositions, et des perspectives, et des dynamiques. Et donc la question c'est ça. Mais ce mouvement intermondialiste, il a quelque chose de plus intéressant, c'est qu'il se définit, ou je le définis si vous préférez, comme un mouvement historique. Il y a des mouvements historiques. Ce qui a fait l'histoire, c'est la succession de mouvements historiques. Dans la période du XVIIIe siècle, c'est un mouvement historique qui a mis en avant la question des droits civils et politiques. Et au XIXe siècle, on a vu des mouvements, comme le mouvement ouvrier, par exemple, ou le mouvement paysan, qui ont mis en avant la question des droits économiques et culturels, et sociaux. Et puis après, la décolonisation a mis en avant, comme mouvement historique, la question de l'autodétermination des peuples. Et puis après, le mouvement écologiste met en avant la question de la nature, etc. Donc il y a des mouvements, et chacun des nouveaux mouvements doit reprendre et réécrire ce qu'ont proposé les mouvements précédents. Bon, je prendrai un mouvement qui est très important, le mouvement des femmes, des droits des femmes. Le mouvement des droits des femmes, le mouvement intermondialiste s'en saisit beaucoup. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que le mouvement des femmes a apporté au mouvement intermondialiste et comment il s'en est saisi? Et vous savez qu'au moment de la Révolution française, quand Olympe de Gouges disait les droits des femmes, on lui a dit non, écoutez, là, pour l'instant, on parle des droits civils et politiques, les femmes, on ne parle pas. Et d'ailleurs, on l'a guillotiné. Bien. Et puis au XIXe siècle, quand d'autres femmes, Flora Tristan, d'autres ont dit, mais et les droits économiques et sociaux, et les droits des femmes, alors, on a dit, ah non, il y a des contradictions principales et il y a des contradictions secondaires. D'abord, la question sociale, et après, la question des femmes. Et au moment de la décolonisation, quand les femmes ont dit, et les droits des femmes, on leur dit, ah non, ne divisez pas le peuple. D'abord l'indépendance des États, et là, les droits des femmes vont être résolus d'eux-mêmes. Et les mouvements des femmes ont dit, mais non, on n'est pas une contradiction secondaire. Et donc, nous n'allons pas subordonner nos luttes à d'autres luttes prioritaires. Et tous les mouvements ont dit ça. Et donc ça, c'est une nouvelle culture politique qui est née dans ces mouvements. Et donc, c'est cette culture politique qui est une culture politique nouvelle, qui intègre ce qu'a été la culture du mouvement ouvrier, ce qu'a été la culture du mouvement républicain, ce qu'a été la culture du mouvement de décolonisation. C'est ça, en quelque sorte, qui se propose. Et ça se propose, et justement, par rapport à une réflexion sur ce qu'est la mondialisation aujourd'hui. Vous savez, l'histoire ne se fait pas du passé vers le présent. Bien sûr, il faut le faire en regardant qu'est-ce qui s'est passé. Mais en réalité, l'histoire se fait du présent, à partir des questions qu'on se pose. Et quelles sont les questions qu'on se pose dans le présent? C'est qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Et pour comprendre ça, on retourne dans le passé pour voir comment se sont formées les choses. Eh bien, la mondialisation, dans l'histoire de l'humanité, c'est pas quelque chose de très ancien. Mais enfin, un peu quand même. On peut dire d'ailleurs que la première mondialisation, ça a été la mondialisation du néolithique, quand l'espèce humaine s'est diffusée sur la Terre. Mais la mondialisation que nous connaissons, et que un historien comme Fernand Braudel, qui a réinventé une partie des méthodes historiques, en réfléchissant sur le temps long de l'histoire, Fernand Braudel a dit, mais au fond, la mondialisation,
que nous connaissons, celle que nous connaissons aujourd'hui, elle date de 500 ans. Pour simplifier, 1492. Et elle était capitaliste depuis le début. Et le capitalisme, il était mondialisé depuis le début. Si, le bon exemple pour comprendre ce que ça veut dire, c'est Venise. Venise, c'est l'invention du capitalisme à travers justement la promotion marchande et la promotion des vaisseaux. La propriété des vaisseaux, la propriété du commerce mondial. Et Venise, c'est en même temps le monde, et c'est le capitalisme. Mais la mondialisation capitaliste, si elle dure 500 ans, elle n'est pas tout le temps la même. Et donc il y a des phases. Il y a des phases, alors après je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça nous prendrait beaucoup de temps, mais qui sont des phases qui durent 25, 30, 35, 40 ans. Et dans chaque phase, il y a une logique dominante. Nous sommes dans la phase néolibérale, Jean-Jacques l'a très bien explicité. Voilà ce que c'est la phase néolibérale. Elle a gagné, elle s'est imposée comme logique dominante à la fin des années 70, au début des années 80. La phase qui était avant, c'était la phase du capitalisme industriel. La logique, c'était Ford, justement. Ford qui dit « Je peux garder mes profits en augmentant les salaires ». C'est ça le keynésianisme. C'est ça le New Deal. Et donc, effectivement, il y avait une logique dominante qui n'est plus la même aujourd'hui. Donc, dans chaque phase, il y a une logique dominante. Mais dans chaque phase, il y a une contre-logique. Il y a des forces qu'on peut appeler antisystémiques. Des forces qui luttent contre la logique dominante. Par exemple, pendant le capitalisme industriel, ce sont les syndicats, c'est le mouvement ouvrier qui lutte contre la logique dominante. Et c'est la confrontation des deux qui fait l'histoire. C'est parce qu'il y a des syndicats qui luttent contre, y compris le keynésianisme, que l'on invente l'éducation gratuite, que l'on invente la sécurité sociale et la protection sociale, qu'on invente tout ce qui a fait ce qu'on a appelé l'État social. Eh bien, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que mon hypothèse, c'est que le mouvement intermondialiste, c'est la force antisystémique du néolibéralisme. C'est la force qui conteste la logique du néolibéralisme et qui dit non, il y a d'autres possibilités et nous allons lutter contre cette forme du néolibéralisme. Vous voyez, voilà, je m'arrêtais là-dessus sur la première hypothèse mais je pense que c'est très important. Donc nous définissons comme une force antisystémique de résistance et de proposition. Et nous disons, le problème n'est pas de prendre le pouvoir forcément tout de suite. Le problème, c'est que notre existence même oblige à changer la logique dominante. Et oblige la logique dominante à envisager d'autres choses. Et c'est pour ça que moi, je retiendrai deux dates de la période actuelle. 2008, c'est ce qu'a dit Jean-Jacques, 2008, c'est la crise. C'est l'idée que, oui, le néolibéralisme, il ne fonctionne pas génialement. Il est en crise. Donc, tout le monde le reconnaît. Et 2011, c'est-à-dire l'apparition de nouveaux mouvements dans le monde entier qui disent, mais attention, on n'accepte pas cette solution. On n'accepte pas les propositions qui sont faites par rapport à la crise. Et ce sont ces mouvements que l'on voit en Tunisie, d'ailleurs c'est pour ça que nous faisons le Forum social mondial 2015 en Tunisie, en Égypte, même si après ça se passe pas très bien, des indignés, des Occupy, le parc Gezi en Turquie, le mouvement des peuples, des gens ordinaires en Inde, les mouvements des étudiants chiliens contre l'endettement des étudiants, le mouvement à Rio. Donc effectivement, c'est là qu'on voit toute une nouvelle génération de mouvements qui portent des nouvelles propositions. Donc effectivement, regardons quelles sont les propositions qui sont portées par les mouvements qui ont fait le Forum social mondial, les mouvements des femmes dans l'économie sociale solidaire, le mouvement ouvrier, etc., et les nouveaux mouvements. Donc ça, c'était la première hypothèse. Alors la deuxième hypothèse, ça va aller assez vite, c'est, mais finalement, si on remet en cause l'idée de développement,
parce qu'on se rend bien compte que ça a conduit à ce qu'est le néolibéralisme aujourd'hui et à ce qu'est la situation dans laquelle nous sommes. À quelles contradictions nous voulons répondre? Bon, ben alors là, je vais être très rapide. Il y a 4 grandes contradictions auxquelles nous devons répondre et auxquelles doit répondre l'idée de qu'est-ce qu'on fait par rapport au développement. Première grande contradiction, les contradictions sociales. Ce n'est pas les contradictions économiques. Il n'y a pas de contradiction économique. Il n'y a pas de crise économique. L'économie, c'est un moyen. La vraie crise est sociale. Si on dit qu'il y a une crise économique, parce qu'il n'y a pas de croissance, ça veut dire qu'il faut baisser les salaires pour qu'il n'y ait plus de croissance. Voilà, c'est assez simple. Donc c'est social, c'est pas économique. Donc les politiques sont sociales. Et donc, qu'est-ce que nous disons sur le néolibéralisme? C'est que le néolibéralisme se traduit par la croissance des inégalités sociales. Et donc, si nous voulons une autre façon de transformer le monde, nous devons nous attaquer à la question des inégalités. Et si ça vous intéresse, il y a un livre de 1000 pages qui vient de paraître, qui a été écrit par Thomas Piketty, et qui s'appelle Le Capital du XXIe siècle, et qui est entièrement sur les inégalités sociales, et qui démontre comment les inégalités ont explosé. Vous savez, Ford, qui n'était pas un gauchiste absolu, eh bien, Ford disait, je crois que dans une entreprise, la différence entre le salaire de l'ouvrier et le salaire du directeur et du patron directeur ne doit pas dépasser 1 à 40. Vous savez à combien on est aujourd'hui? 1 à 1000. Donc vous voyez ce qu'elle veut dire, la croissance des inégalités. Et c'est là qu'on retrouve le 1% et le 99%. C'est-à-dire que, finalement, les inégalités sociales ont construit une oligarchie politique et économique. Donc, première contradiction, nous ne pouvons pas réfléchir à autre chose sur le développement sans mettre en avant la question des inégalités sociales. Et donc, tous ceux qui pensent que la question est écologique, les inégalités, ça vient après, ben, ils se mettent le doigt dans l'œil. Deuxième grande contradiction, c'est les contradictions idéologiques, ou on peut dire démocratiques, comme vous voulez. Parce que s'il n'y a pas de démocratie sociale, ben, il n'y a pas de démocratie politique. Comment est-ce que vous voulez faire une démocratie dans laquelle on dit que les gens sont égaux, s'ils sont tellement inégaux? Qu'est-ce que ça a comme conséquence, cette question de la démocratie politique et de l'idéologie? Ça a une première conséquence, c'est la montée de l'idéologie sécuritaire. Si les gens se révoltent, eh ben, il faut les réprimer, c'est assez simple. Et donc on a une idéologie sécuritaire. Et l'idéologie sécuritaire, elle passe par la remise en cause de l'idée de l'égalité. Elle passe par l'idée que l'inégalité, c'est normal. C'est normal. Il n'y a que des imbéciles qui pensent que l'égalité, effectivement, c'est ça, la norme. C'est-à-dire, c'est pas naturel, l'égalité. Mais c'est ça, l'objectif. Pourquoi? Et donc, à ce moment-là, parce que, en fait, nous sommes dans une situation dans laquelle, à cause des inégalités, l'insécurité est de plus en plus grande. Insécurité sociale, on peut perdre son emploi. Insécurité dans le logement. Vous savez que Emmaüs fait tous les 2 ans une enquête en France. On demande aux gens, est-ce que vous pensez que vous, dans votre vie, vous risquez d'être SDF? Et vous savez, 67% des Français disent, oui, je pense que dans ma vie, j'ai une chance d'être SDF. Parce que si je perds mon emploi. Et 75% des salariés, bon, c'est peu probable, mais ça vous montre le niveau de l'insécurisation. Insécurité écologique, on ne sait pas si on n'est pas à côté d'une usine chimique qui peut exploser. Insécurité civique, etc. Et donc, la réponse à l'insécurité, c'est l'idéologie sécuritaire. C'est-à-dire, la prévention, ce sont les imbéciles qui en parlent, les naïfs. Ce qu'il faut, c'est une bonne répression. Et c'est aussi la montée en puissance des idéologies identitaires, nationalistes, xénophobes. Vous savez, comme disait Coluche, il y a de plus en plus d'étrangers dans le monde. Et donc, effectivement, elle doit être effrayée. Donc, cette question-là, de la xénophobie, du nationalisme. Et puis, il y a une autre question idéologique, qui est extrêmement forte, qui est portée par les mouvements. C'est que les mouvements disent, mais en fait,
ce que nous ne supportons plus, c'est la corruption. Mais quand il parle de la corruption, il ne parle pas des bakchiches, bien sûr, ils en parlent aussi, mais ce n'est pas ça le principal. C'est la corruption politique. C'est-à-dire la fusion entre la classe financière et la classe politique. Annule l'autonomie du politique. Pourquoi est-ce qu'on va aller voter pour des gens pour qu'ils fassent la même chose ou pour d'autres qui feront quand même la même chose? Et donc, effectivement, il y a bien un problème de définition de politique et de défiance par rapport aux politiques. Le parti indien là, qui vient de se créer s'appelle Parti des gens ordinaires. Il est né sur l'idée de la corruption. Nous n'acceptons plus la corruption. Nous ne supportons plus la corruption. Et donc, voilà, ça c'est un élément extrêmement important. Donc ça, c'est un problème auquel doit répondre une autre politique que celle du développement. Troisième contradiction auquel doit répondre l'autre question de la politique du développement, c'est la question géopolitique. C'est-à-dire le fait que nous sommes dans un chamboulement du monde. Mais le colonialisme, c'est peut-être pas tout à fait juste. L'impérialisme existe toujours. L'accaparement des terres, les matières premières, le contrôle de l'eau, tout ce que l'on voit, ça existe quand même. Donc, il faut quand même. Mais il y a aussi un chamboulement géopolitique, des nouvelles puissances qui apparaissent, etc. Donc, d'autres formes de guerre. Et les guerres ne sont plus entre États seulement, elles sont à l'intérieur des États. Et donc, nous sommes devant une autre, troisième grande contradiction auquel il faut répondre, c'est la contradiction géopolitique d'une nouvelle décolonisation. Et la quatrième, eh bien, c'est celle qui est nouvelle. C'est la contradiction écologique. Parce que, comme disait Brodel juste un peu avant de mourir, il disait, mais... Alors, il parlait dans son langage, mais son langage est très juste. Il disait, l'organisation du monde, la mondialisation, ou le système monde, comme il disait, l'organisation du monde, est entrée en contradiction avec l'écosystème planétaire. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. C'est ça, il faut retenir ça. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité. Donc il faut penser autrement. Bon, voilà les quatre contradictions auxquelles nous devons répondre. Alors, que dit le mouvement intermondialiste? Eh bien, à Belém, en 2009, donc justement peu après la crise de 2008, nous nous retrouvons à Belém, en Amazonie. Et là, nous nous retrouvons avec plein de mouvements. Et puis, il y a des mouvements qui prennent plus d'importance qu'ils ne prenaient auparavant. Le mouvement des femmes, notamment la Marche mondiale des femmes, prend beaucoup de poids. Bon. Le mouvement paysan, notamment la Via Campesina, autour de l'idée de la souveraineté, etc. Le mouvement de l'économie sociale, qui était présent, et un mouvement assez inattendu, c'est le mouvement des peuples indigènes. Des peuples premiers, parce qu'on est en Amazonie. Donc c'est des peuples amazoniens. Et là, on arrive à une formulation qui vient des mouvements. Et cette formulation, c'est la suivante. C'est une crise du néolibéralisme et de sa logique, de la prédominance du marché mondial des capitaux sur toute autre discussion. Mais ce n'est pas seulement une crise du néolibéralisme. L'écologie nous fait dire que s'il faut changer de mode de production et de mode de consommation, c'est une crise du capitalisme lui-même. C'est une crise du système dans lequel nous vivons. Et puis, les peuples indigènes disent, mais écoutez, vous entendez bien ce que vous êtes en train de dire, mais vous dites que c'est une crise du capitalisme et du néolibéralisme. Bon, c'est vrai. Mais si il faut revenir sur les rapports entre l'espèce humaine et la nature, mais alors c'est une vraie crise de civilisation. C'est la crise de la modernité occidentale qui s'est imposée en 1492, et c'est même une crise d'une partie des fondements de la science contemporaine. Voilà la deuxième élément que je voulais dire. Alors, par rapport à ça, quels sont les avenirs possibles? Bon, à Rio, il y a eu, il y a un an, une conférence appelée Rio +20,
qui était la suite de la conférence de Rio, justement sur le développement durable, inventée en 92 à la première conférence de Rio, qui s'appelait Écologie et environnement et développement. Bon, donc on est un peu revenu sur cette idée du développement. Vous savez, le CRID, qui existe toujours et qui quand même, dont les deux associations qui sont là sont membres d'ailleurs, et donc le CRID regroupe 54 associations et il s'appelle en fait Centre de recherche et d'information sur le développement. Bon. Donc quand j'étais président du CRID, je disais toujours, c'est très compliqué d'être président du CRID parce que c'est pas un centre, c'est un collectif. Il fait pas de recherche. Bon. Il fait un peu d'information, enfin bon, et il conteste l'idée du développement. Donc on a un vrai problème d'identité. Bon. Mais enfin, il y a beaucoup de mouvements qui se posent la question. Alors maintenant, donc, à Rio, les Nations Unies font une proposition qu'ils appellent la proposition de l'économie verte. Et ils invitent, donc vous savez comme ça, ces grandes conférences, il y a la conférence des chefs d'État, bon, avec des consultants qui viennent parfois des ONG. Donc, il y a une conférence des ONG officielles, qui sont celles qui sont et des entreprises, dites de la société civile, bon, c'est les Nations Unies qui invitent les gens qu'ils trouvent respectables, et puis il y a les contre-conférences, et puis il y a les manifs dans la rue. Voilà, c'est un peu ça le modèle de la conférence internationale. Et donc, dans la troisième conférence, dans la conférence, il y a un vrai débat entre les mouvements. Entre les mouvements, parce que les mouvements ne sont pas unifiés comme ça, hein, ils discutent aussi. Et en fait, on se rend compte que eh bien, il y a 3 scénarios possibles, il y a 3 avenirs possibles par rapport à la crise actuelle. Bon, je vais à peu près terminer là-dessus. Donc, premier avenir possible, c'est l'avenir de la relance du néolibéralisme. C'est-à-dire, on est dans le néolibéralisme, et bien voilà, on va aller encore plus loin. Comment on peut aller plus loin dans le néolibéralisme ? Pour sortir d'une crise capitaliste, jusqu'à maintenant, on n'a rien inventé de mieux que l'idée qu'il faut créer du marché illimité. C'est en créant du marché qu'on crée la croissance et qu'on sort de la crise. Bon, il y a des perdants et des gagnants dans la crise, mais ça c'est comme ça, voilà, c'est le jeu. Comment créer du marché illimité ? Et alors là, il y a une idée géniale. On va financiariser la nature. Parce que la nature, elle crée des services. Elle purifie l'eau, elle capte le carbone, elle fait plein de choses, la nature. Mais, nous disent les grandes entreprises qui étaient très présentes à Rio, ces services ne sont pas assez bons. Ils ne sont pas assez bons parce qu'ils sont gratuits. Vous comprenez ? Vous voyez bien le raisonnement. Donc, si on les marchandise, eh ben, on va créer un marché formidable. Et on va confier aux gens qui savent, qui contrôlent la technique, qui sont sérieux, qui ne sont pas des gauchistes, etc., on va leur confier le fait d'améliorer la nature. C'est l'économie verte. Et donc cette proposition de financiarisation de la nature, c'est-à-dire marchandiser la nature, donner un prix à la nature, d'ailleurs, regardez autour de vous, partout les gens disent, bon, mais alors quel prix on va donner à la nature ? Bien. Et alors que, en confondant l'idée du coût et l'idée du prix. Parce qu'il y a un coût quand on intervient quelque part. Donc c'est intéressant de connaître les coûts. Mais les prix, c'est ce qui permet d'aller sur un marché pour vendre. Donc on va donner des prix à la nature, on va marchandiser, et puis on va privatiser. C'est normal, comme on l'a dit, les gouvernements ne savent pas faire tout ça. Et puis après, on va privatiser et on va financiariser. C'est-à-dire qu'on va confier ça à ceux qui contrôlent l'économie mondiale. Voici la proposition. C'est un des avenirs possibles et c'est l'avenir dominant aujourd'hui. C'est pas. Et donc ça pose un problème extrêmement fort au niveau notamment des courants écologistes. Parce qu'une partie des courants écologistes trouve que l'économie verte c'est déjà pas mal. Puisqu'il y a un peu de vert. Enfin, non, je schématise un peu. Non, mais bon, heureusement qu'il y a une partie du courant écologiste qui a remis ça. Deuxième courant, deuxième scénario possible,
Deuxième avenir possible, mais c'est qu'il y a des gens, y compris dans l'establishment, qui disent, écoutez, ça ne va pas marcher. On va à la catastrophe, on va dans le mur, c'est pas possible. Hein. Bon. Alors, il faut réformer fondamentalement le capitalisme. Il faut rester dans le capitalisme, mais il faut le réformer fondamentalement, comme en 1933, avec le New Deal. Et donc, mais ce sont des gens très respectables, et très respectés, tout le monde le respecte, mais ils sont en plus respectés par l'establishment. C'est Joseph Stiglitz, c'est Paul Krugman, c'est Amartya Sen, et depuis peu, Piketty a rejoint le trio. Voilà. Bien. Donc ce sont des gens qui s'expriment, qu'on écoute, et qui disent, écoutez, il faut de la régulation, il faut réintroduire de l'État. Bon, pas trop, mais il faut quand même réintroduire un État, il faut introduire du public, et il faut faire de la redistribution, et il faut casser un peu cette mondialisation du capital financier pour créer une mondialisation par vent d'agent. En gros, voilà. Si vous êtes intéressés, ils ont écrit leur truc. Et ils l'ont écrit en 2008-2009. Le président de l'Assemblée générale des Nations Unies, de Scoto, a confié à Stiglitz, à Amartya Sen, une commission des Nations Unies qui a fait son rapport, qui s'appelle le Green New Deal. Bon, c'est pas inintéressant, d'ailleurs une partie des mouvements est pour. Parce qu'ils disent, bon, si on peut avoir de l'emploi, si on peut avoir un certain nombre de propositions, si on peut avoir de l'état social de nouveau, si on peut avoir de la redistribution, si on peut avoir, pourquoi pas. Bon, mais pour l'instant, ces gens-là n'ont pas de pouvoir. On les écoute, avec attention d'ailleurs. On les prend comme conseillers parfois. Hein. Obama, on a plusieurs comme conseillers, mais on n'écoute pas, mais on ne fait pas ce qu'ils disent. Pourquoi on ne fait pas ce qu'ils disent? Parce que ce sont les néolibéraux qui ont le pouvoir. Et écoutez, quand quelqu'un dit, bon, vous savez, il y a peut-être une idée de pourquoi est-ce qu'on ne diminuerait pas les retraites chapeau? C'est quand même une forme de redistribution minimale, hein, pas de eh bien, les gens qui ont le pouvoir disent non. Et puis on dit, bon d'accord, on passe à autre chose. Donc ils ont le pouvoir. Et pour l'instant, ils ne veulent pas le lâcher. Peut-être qu'ils seront obligés de le lâcher, parce que la crise, on ne sait pas. Mais enfin, en tout cas, les autres sont en outsider, mais on ne peut pas. Alors, il y a une troisième proposition. La troisième proposition, elle est faite par les mouvements qui disent, écoutez, le Green New Deal, c'est peut-être pas mal, on peut peut-être faire alliance avec les gens du Green New Deal, d'ailleurs ils ont besoin de nous contre les gens qui ont le pouvoir, donc peut-être qu'on peut faire alliance. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas parce que ça ne répond pas à la question, notamment écologique, et au rapport entre l'espèce humaine et la nature. Et donc, ce n'est pas une vraie solution à terme. Et donc, ils font une proposition que nous appelons la transition écologique, sociale, démocratique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de notions, d'idées, de théories qui vont dans ce sens aujourd'hui. Donc, qui construisent l'avenir de demain. L'idée des communs, l'idée des biens communs. C'est une bonne façon de reprendre l'idée de la propriété. Parce que quand on arrive à l'affrontement sur la propriété qui est juste, évidemment, comme je disais tout à l'heure, mais on voit bien que tout de suite, on est un peu coincé sur... Mais alors, public, privé, étatique, pas étatique, machin, collectif, social... Si on dit non, on va réfléchir autrement à la question de la propriété. On va réfléchir à partir de nouvelles théories des biens communs. C'est pas pour éviter le problème, mais ça permet de le renouveler. Et puis, ce sont des idées qui ne sont pas uniquement occidentales. C'est ça qui est intéressant. Deuxième idée qui arrive, le buen vivir. Vous savez, c'est très difficile de traduire les concepts. Parce que les concepts, ils viennent d'une culture. Comment on traduit buen vivir? Bien vivre. Ben, c'est pas exactement ça. Donc, effectivement, inventer des nouvelles manières. Bon, il y a des différentes formules. Il y a une formule que j'aime bien qu'elle soit très compliquée, très parfois douteuse, c'est l'idée de prospérité sans croissance. C'est-à-dire l'idée, mais
nous, quand on dit décroissance, tout le monde a compris que vous n'êtes pas pour la croissance. Ça, c'est clair. Donc c'est un bon mot torpille, comme dit Paul Ariès. C'est un bon mot de résistance. Mais ce n'est pas un mot suffisant du point de vue programmatique. Parce que c'est quoi la décroissance? On décroît, c'est-à-dire on fait moins, on fait autrement, etc. Il y a une décroissance de gauche et une décroissance de droite, il y a plusieurs. Par contre, l'idée que, bon, rediscutons de la prospérité et du bonheur, mais sans la croissance. Voilà. Donc il y a plein de réflexions sur les modes de consommation qui sont en fait des modes de vie, et pas simplement des modes de consommation. Troisième idée nouvelle, les droits de la nature. Bon, alors là, il y a des gens, il y a des scientifiques, vous leur dites droits de la nature, ils vous regardent avec des yeux, non. J'avais bien dit que c'était des écologistes, c'était des obscurantistes. Voilà. Effectivement, les droits, c'est quoi la terre? C'est difficile à traduire, les droits de la nature aussi. C'est les droits de l'espèce humaine par rapport à la nature, c'est les droits de la nature par rapport aux espèces humaines. C'est le droit de l'ensemble. Bon. Ça va jusqu'où? Bon, les droits bon. Et donc il y a toute une série de droits nouveaux qui sont les droits de la prochaine révolution, comme les droits économiques et sociaux ont été les droits de la révolution du 19e, comme les droits civils et politiques ont été les droits de la révolution du 18e. Mais ça prend du temps, ça. Hein, ça prend du temps. Et parfois c'est difficile. Hein. La commune, c'était pas gai, finalement. Hein. Et c'était quand même la conséquence de 1848, de l'idée des droits des nationalités. Et donc, effectivement, toutes ces propositions sont des propositions nouvelles qui sont en train de se construire et qui portent l'idée que voilà ce que c'est qu'une autre transformation. Voilà ce que c'est. Donc, on a des pistes. C'est formidable, on a des pistes. Alors, comment on fait? Donc, je termine là-dessus, par contre, 3 mots. Eh bien, il faut se donner une stratégie. Pourquoi une stratégie? Qu'est-ce que c'est une stratégie? C'est qu'est-ce qu'on fait quand il y a urgence? Ben, il faut répondre à l'urgence. Mais on sait que répondre à l'urgence, ça ne permet pas de transformer structurellement les choses. On ne peut pas dire, écoutez, nous, on s'occupe de la transformation structurelle, l'urgence, on n'a pas le temps, on laisse ça aux humanitaires. Non, il faut trouver la liaison entre l'urgence et la transformation structurelle. Qu'est-ce qu'on fait dans une perspective? Et ça se réfléchit. Et malheureusement, jusqu'à maintenant, les seuls qui ont construit des théories de la stratégie, ce sont les militaires. La stratégie, c'est un terme militaire. Et donc, les stratégies que nous avons sont des stratégies militaires. Il faut prendre le pouvoir. Voilà. C'est l'équation politique, c'est on construit un parti, on prend le pouvoir pour changer la société. Donc ça commence avec Cromwell. C'est la bourgeoisie fait comme ça. Il y en a qui disent que l'Église catholique fait aussi comme ça. Mais le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que ça a permis de construire le capitalisme, mais ça ne permet pas d'en sortir. Parce que un parti qui se construit pour prendre le pouvoir d'État, il devient parti-État avant même d'avoir pris le pouvoir d'État. Et l'État n'est pas la seule manière de changer la société. C'est une manière quand même, mais ce n'est pas la seule. Donc il faut revoir cette équation. Voilà. Donc on a besoin de réfléchir en termes de stratégie. Et on a besoin de réfléchir en termes... Qu'est-ce qu'on fait dans l'immédiat? Nous, dans les forums sociaux, c'est ce qu'on fait. Il y a des centaines de propositions sur qu'est-ce qu'on peut faire immédiatement. Qu'est-ce qu'on peut faire sur l'eau? Qu'est-ce qu'on peut faire sur les migrations? Bon. Je ne vais pas parler d'autres droits, évidemment. Les nouveaux droits, c'est la liberté de circulation. Mais c'est difficile, un nouveau droit. Ils s'opposent. Les gens s'y opposent, comme on peut le voir récemment avec les élections. Donc la liberté de circulation, la souveraineté alimentaire, enfin, il y a plein de droits qui sont en train de pousser, dont on ne sait même pas comment vraiment les définir. Mais ça, c'est passionnant. Ça, c'est vraiment des pistes formidables. Et donc, comment on fait? Eh bien, ce que nous disons, c'est qu'il y a 4 modalités d'action. Premièrement, on résiste. Et, comme le dit si bien Deleuze, que Miguel Sayag a repris dans un de ses livres très très beau, résister, c'est créer. Résister, c'est créer. Résister, c'est pas seulement dire non, et puis être bougon. Non, résister, c'est créer. C'est dans les résistances que se
crée les choses nouvelles. Donc les luttes et la résistance. Deuxièmement, l'élaboration. Mais une élaboration collective, qui n'est pas déléguée aux intellectuels. Il y a des intellectuels paysans, il y a des intellectuels ouvriers, il y a des intellectuels universitaires, des intellectuels... Donc il faut une vraie élaboration collective. Troisièmement, les politiques publiques. Parce que si la stratégie, c'est remplacer le marché mondial des capitaux par des politiques d'égalité des droits, eh bien, il faut soutenir tout ce qui va dans le sens de l'égalité des droits. Et donc, chaque fois qu'on peut obtenir des politiques publiques qui vont dans le sens de l'égalité des droits, il faut les soutenir et il faut se battre là-dessus. Et donc, effectivement, on peut gagner, même dans des conditions très difficiles. Le mouvement des femmes a démontré, par exemple, qu'il a réussi à gagner l'avortement dans une période tout à fait réactionnaire. Donc on peut gagner des politiques publiques. Et quatrièmement, des pratiques alternatives. Des pratiques d'émancipation concrète. Là où on est, explorer des nouvelles voies, au niveau local, national, régional, etc., pour montrer que on peut concrétiser toutes ces idées nouvelles, toutes ces théories, ces concepts, ces notions, ces luttes, etc., pour pouvoir avancer. Et donc, vous voyez, on peut faire beaucoup de choses. Merci.